Donc bonjour à tous, bienvenue William. Merci Benoît, bonjour à tous. Alors j'espère que vous vous entendez tous bien. Alors vous avez un petit onglet questions. Alors là, on a Marie qui est avec nous ici dans les bureaux qui se chargera d'y répondre et puis elle nous transmettra également des questions à répondre en live. J'essaierai de garder toujours un œil pendant la présentation et puis si on n'a pas le temps, on verra à la fin. Vous allez être nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Je vois que le nombre de participants est en train de monter crescendo. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'accueillir William. Aujourd'hui, on va vous parler de LinkedIn Ads. Donc, William, je vais te laisser te présenter. Ça marche. Donc bonjour à tous. Moi je travaille au sein du département marketing de LinkedIn. Le département marketing, c'est tout simplement la régie publicitaire du réseau. Donc, moi j'ai un poste de directeur de compte au sein de la régie. Je vais accompagner à la fois des clients et des agences sur la partie stratégie, mais également sur l'optimisation de leur campagne sur LinkedIn. Et ça va faire maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans que j'ai rejoint LinkedIn. Et donc, moi, je suis Benoît Collet, donc je suis Growth Marketer chez Pledzi. Et donc, j'ai géré pendant un bon moment, en fait, les campagnes LinkedIn. Aujourd'hui, c'est plus moi, c'est Camille qui les gère. Et du coup, en fait, là, on va faire un petit jeu de rôle. Je commence à basculer, vous savez, du côté un peu vieux, vieux con là, qui a pris ses habitudes sur LinkedIn. Et puis, on va jouer ce jeu-là avec William, qui va me remettre à l'ordre et puis voir ensemble en fait les bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas en fait à poser vos questions, à nous demander un peu comment vous faites, et puis on va débattre là-dessus au fur et à mesure du webinaire. On va essayer de tenir les délais. Si vous allez voir, c'est dense. Et puis juste avant, une petite parenthèse, c'est la publicité. En fait, pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, Pledzi, on a tendance à avoir l'étiquette emailing, marketing automation. En fait, on a notamment notre offre Stark en fait qui permet de gérer tout ce qui est landing page, etc. Et donc en fait, on est complémentaire avec LinkedIn Ads, c'est-à-dire que vous allez générer très rapidement des leads avec LinkedIn, et puis nous on les récupère sur les landing pages, on voit qui vient d'où, etc., etc. Donc voilà pour la petite page de pub. On vous propose tout de suite le programme et on va vous mettre un sondage pour jauger un peu où en est tout le monde. C'est est-ce que vous faites. Alors je vais faire attention parce que j'ai la fâcheuse manie de foirer, de double-cliquer sur lancer les sondages. Tu es prévenu, William. Hop là. Donc normalement, voilà, il doit s'apparaître. Il doit apparaître. Donc faites-vous de la pub sur LinkedIn. Voilà. Alors, on va voir, on va attendre qu'il y ait au moins 50% des gens qui aient voté. Alors, c'est bon. Allez, je laisse encore 5 secondes. En tout cas, vous êtes très réactifs, c'est bien. Allez, on a 70% des gens qui ont voté. Je vais fermer le sondage. Et hop là. Et donc, partager. Nous avons donc 56% qui se disent jeunes Padawan. On a 1% des personnes qui sont des Yoda. Et puis tous les autres. Alors, il y a quand même quelques personnes qui sont là, qui ont entendu parler par un copain. Et donc, et il y en a qui veulent s'y mettre. Donc, William, attention, on a un gros challenge là aujourd'hui. Ça marche. Est-ce que tu veux qu'on parle de la surprise ou on Allez, garde la vas-y. surprise pour Ah, tu peux un petit l'annoncer moment? parce que ça va les motiver à rester, ça c'est sûr. Ça marche. Donc, à la fin de cette petite présentation, on aura 3 questions, un petit quiz, avec à la clé 3 licences premium LinkedIn à gagner pour une durée d'1 an. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelques notes. C'est beau, Euh, soyez prêts voilà, on parce sera que là. elles sont pas très faciles les questions, hein, je vous préviens. Et il n'y a même pas forcément la réponse dans ce webinaire. Il y a une question piège. Alors, du coup, on va se lancer tout de suite sur les formats, parce que c'est par là qu'on commence. Et donc ça, c'est une nouveauté qui est sortie. Alors, je sais plus quand exactement. C'est quand même assez récent. C'était l'année dernière, je crois, non, sur les objectifs. C'est ça, exactement. On est passé d'un format où on proposait justement aux annonceurs de commencer par le choix de la solution à un modèle vraiment où on passe directement par un objectif de campagne, on définit l'objectif et cet objectif va déterminer potentiellement les prochaines étapes, que ce soit au niveau de la solution, de la facturation. Donc Ok. pour vous donner un petit exemple, si vous choisissez notoriété de la marque, vous aurez accès par exemple au post sponsorisé. Par contre, vous aurez uniquement la possibilité d'avoir un mode de facturation CPM. Si vous choisissez l'option génération de lead, vous aurez à l'étape création de contenu besoin de créer un formulaire qui sera intégré directement à vos publicités sur LinkedIn. Si vous choisissez engagement,
ça va vous permettre de générer des followers sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'à côté du nom de votre entreprise sur votre post sponsorisé, vous aurez le bouton follow. Donc voilà, en fonction du choix de l'objectif, vous aurez potentiellement des petites modifications sur les étapes qui suivent lors de la création de vos campagnes. Alors là-dessus, on a surligné 3. Alors j'ai un petit écho là. Typiquement, nous, on s'est focalisé, on en a testé 2 en fait chez Pledzi, génération de leads et conversion de site web. Et au final, on en a gardé qu'une. Et du coup, on va détailler après les autres. On est resté sur conversion de site web, mais en fait, c'est propre à Pledzi. C'est-à-dire que on a des clients qui utilisent les deux. Il y en a qui font de la génération de leads, c'est-à-dire que vous allez avoir le formulaire directement dans LinkedIn pré-rempli. Alors que conversion de site web, si vous faites un lien et vous le récoltez sur votre site. Alors, du coup, nous, on était assez contents de notre taux de conversion. On les verra tout à l'heure d'ailleurs sur LinkedIn. Et on a gardé le côté landing page. Et il y a une simple et bonne raison, c'est-à-dire qu'on pose un cookie au moment où la personne soumet le formulaire. Et du coup, après, s'il revient, même s'il ne soumet pas de formulaire, on est capable de savoir où il est allé. Et du coup, on a préféré cette formule-là. Après, on a des clients qui font beaucoup de génération de leads, des formulaires intégrés dans LinkedIn et qui en sont très contents. Donc voilà, l'idée, c'est je sais que toi, tu as des très bonnes stats, William, sur les formulaires de génération de leads. Ouais, en fait, nous, on n'a pas d'intérêt à vous faire passer sur un format plutôt qu'un autre. Je pense qu'il faut se poser avant tout la question de, de, de votre site internet. Est-ce que votre site aujourd'hui, par exemple, est conçu pour la génération de leads? S'il ne l'est pas, du coup, l'option campagne génération de leads, ça sera la meilleure option. Par contre, si vous avez un site qui est vraiment conçu pour embaser des nouveaux contacts, ben, vous pouvez très bien choisir cette option de conversion sur site. Ça implique par contre que vous posiez un tag sur votre site internet pour justement que vous puissiez relier LinkedIn à votre site web. Donc on va voir ensemble le détail. Là, on a d'ailleurs, et je vais rebondir sur une question de Pascal qui nous demande pour développer le nombre d'abonnés d'une page entreprise, quel objectif définir? Donc là, si tu peux nous répondre. Yes, donc là c'est l'objectif engagement. Engagement donc, qui va vous permettre d'avoir des posts sponsorisés. Donc le post sponsorisé, c'est un message qui va apparaître directement dans le fil d'actualité de votre audience cible. Et en fait, en haut de ce message, donc, vous aurez le nom, le logo de votre entreprise et le bouton suivre ou follow directement sur la pub. Si vous Et ne le choisissez pas spotlight. engagement, pardon, excuse-moi, si vous ne choisissez pas l'objectif engagement, le bouton follow n'apparaîtra pas sur vos pubs, parce qu'en fait, le bouton follow est facturé aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous cliquez sur l'objectif engagement et que vous voulez générer des followers, les membres cliquant sur follow vont vous être facturés au coup par clic, par exemple, sur vos campagnes. Et donc au niveau des formats, c'est vraiment le spotlight ad que l'on voit là est bien adapté. Alors, on a deux possibilités. On a effectivement donc, le Spotlight Ad, donc, qui sera en fait le Spotlight Ad, ça fonctionne de la façon suivante. Vous allez naviguer sur LinkedIn. Je prends mon exemple, je vais voir ma photo apparaître avec par exemple le logo de Plaisy qui va m'inviter justement à suivre les actualités de Plaisy, pouvoir m'inscrire au webinar et je vais pouvoir suivre la page directement sur cette publicité qui apparaît dans le bandeau droit du fil d'actualité. Le post sponsorisé, ça marche aussi. Et du coup, le post sponsorisé apparaît toujours en deuxième position lorsque vous rafraîchissez votre fil d'actualité LinkedIn. Alors nous, on a pris l'habitude, on fait toujours le même format au final, c'est-à-dire qu'on fait tout le temps du single image ad. On a testé également les deux d'après, carrousel et vidéo. On a un peu moins marché, mais je pense que c'est qu'on n'était pas habitué en fait à ce format. C'est vrai que c'est assez déroutant de changer ses habitudes de création, parce qu'on va le voir tout à l'heure justement, la manière dont on rédige le message n'est pas la même, l'interaction qu'on a avec un carrousel n'est pas la même. Mais en tout cas, il me semble que c'est le single image ad. Si on doit commencer, c'est par celui-là qu'on commence, William, on est d'accord? Ouais, effectivement, c'est la solution, on va dire, la plus simple et la plus spécifique aussi, puisque vous allez avoir simplement un texte d'introduction, un visuel et un call to action. Et donc là, on laisse peu de place à la confusion. On a généralement un message qui est suffisamment clair, qui permet à la fois de générer de la visibilité, puisque vous allez apparaître dans le fil d'actualité de votre site sur LinkedIn, et potentiellement de générer des leads du trafic si le contenu est fait pour. Je me rappelle le tout début de LinkedIn Ads où il y avait juste single image, donc c'était à la publication à la base comme c'était appelé. Il y avait les text ads, il y avait les spotlight ads et l'emailing, ils appelaient ça, c'était pas message ad. Et c'est vrai que j'avais un peu tout testé à l'époque. Moi, j'ai jamais réussi à devenir un pro du text ad et du spotlight ad. Tu me disais que c'est des gens qui touchent un petit peu, qui se lancent là-dessus.
Ouais, effectivement, on est sur des formats qui sont propres à la plateforme LinkedIn. Si on prend le TechStat, par exemple, c'est un format qui est intéressant puisqu'il offre des coûts très faibles par rapport aux autres solutions LinkedIn. On est sur un CPM, par exemple, qui est autour de 2 € pour la France. C'est une solution, par contre, qui est très limitée en termes de contenu, d'approche. Donc, si votre entreprise, elle n'est pas forcément connue, votre logo n'est pas forcément connu, c'est un format qui est très limitant à ce niveau-là. Donc, le format, il est assez simple. On le voit très peu, en fait, sur la capture et sur l'écran, mais c'est un logo et 2 lignes de texte qui se battent en duel. Donc, l'avantage, c'est lorsque vous maîtrisez bien ces campagnes, c'est que finalement, lorsque la personne clique, elle sait très bien à quoi s'attendre derrière. Il n'y a pas de place à la confusion. Par contre, effectivement, les taux de clics sont très faibles parce que c'est un format qui est très limité. Mais généralement, les annonceurs, ils trouvent leur compte parce que finalement, même s'il y a très peu de clics, les CPM sont très faibles et donc le retour sur investissement peut être assez intéressant. Et Alors, je après, vais pour le prendre. spam, c'est un format bannière. Les formats bannières, même si c'est une bannière native, sont peut-être moins répandus aujourd'hui et les annonceurs ont tendance à s'orienter vraiment sur des formats natifs comme le contenu sponsorisé, donc qui s'intègre vraiment au fil d'actualité. Alors tu vois, on a pas mal de questions, on va y répondre à quelques-unes en live maintenant, sinon et après on passera à la suite parce que sinon on va vite déraper. La différence d'impact entre les formats pub proposés, et j'enchaîne, du coup il y a dans quel cas il faut utiliser le carrousel, quelle est la différence de taux des résultats versus single image. C'est vrai que aujourd'hui c'est un peu le format qui a la cote, le carrousel, notamment en natif et non pas en pub. Est-ce que, moi c'est la question induite, c'est est-ce que ça booste l'algorithme LinkedIn, le fait qu'il y ait des interactions même s'il n'y a pas de clic? Et surtout, à partir de quel moment on facture? Tout à fait. Donc, l'engagement sur un post, que ce soit un clic, commentaire, partage, un like, toutes ces informations, en fait, elles participent à votre score de pertinence. Si votre score de pertinence est bon, LinkedIn va vous pousser au détriment de vos concurrents, c'est-à-dire qu'en payant potentiellement moins cher vos impressions ou votre enchère au CPC, LinkedIn va vous pousser au détriment de votre concurrent qui ont un contenu peut-être plus commercial avec lesquels l'audience n'engage pas. Donc ça se répercute forcément. Après, si on prend le format carousel et le format image statique, on va avoir des meilleurs taux de conversion sur le format image statique généralement. Le format carousel et le format vidéo fonctionnent très bien sur la partie engagement, notoriété. Par contre, en fonction des campagnes, on a des performances qui peuvent être un peu déceptives sur la partie coût par lead. Mais encore une fois, ça dépend de votre maturité, ça dépend de votre aisance, ça dépend de votre contenu. C'est pour ça que si vous vous lancez et si vous êtes vraiment à cheval sur le coût par lead, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur l'image statique. Ok, on va enchaîner avec les formats de génération de leads. Alors du coup, moi je les utilise pas, mais j'en ai vu un petit dernier qui est venu s'ajouter, le Conversation Ad. Donc si tu peux nous faire un petit topo là-dessus. Carrément. Donc effectivement, à la base, donc cette solution s'appelait déjà email. L'email, c'était quoi? C'était un message personnalisé qu'on envoyait directement dans l'inbox de votre audience cible sur LinkedIn. Et en fait, cet email, c'est simplement un message. C'était comme un email qu'on essayait de faire un petit peu plus court sur un ton informel pour aller toucher votre audience directement dans son inbox. Là encore, on n'est pas sur du one-to-one, hein, c'est-à-dire que cet email était envoyé potentiellement à 10, 20, 30 000 personnes qui correspondent à votre cible. On n'est pas sur un message que vous allez taper manuellement. Ce format, il est un peu limitant. Il est un peu limitant parce que la personne elle a seulement la possibilité donc de cliquer sur votre appel d'action pour aller sur votre site ou avoir un formulaire directement intégré à LinkedIn. Et donc aujourd'hui, l'évolution que vous voyez sur l'écran aujourd'hui, le Conversation Ads, il faut voir vraiment ça comme un chatbot. C'est-à-dire que le format va vous permettre d'avoir jusqu'à 5 call to action. Si vous faites la promotion d'un événement, que vous avez un livre blanc à télécharger, vous allez pouvoir mettre tout ça directement sur le message. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de conversation. C'est-à-dire que vous, lorsque vous allez créer votre campagne, vous aurez un arbre avec les différents scénarios possibles. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un vrai fil de conversation en posant des questions et en répondant, en apportant de l'information et des liens cliquables directement. Donc, c'est un format qui est encore très récent, puisqu'il est sorti il y a environ 2 mois. On a peu de stats encore sur son efficacité, sur la partie génération lead. Mais ce qui est aussi intéressant ici, c'est que vous aurez des stats lorsque vous allez l'utiliser sur les chemins qui sont utilisés par votre audience. Donc, si par exemple, vous avez la promotion, vous faites la promotion d'un événement et en parallèle, vous avez un document à télécharger et une visite sur votre site web, vous aurez dans votre export le détail des chiffres
est-ce qu'aujourd'hui mon audience a plus tendance à télécharger mon livre blanc? Est-ce qu'ils sont plus intéressés par mon webinar ou tout simplement un trafic sur mon site internet? Et ça vous permet de jauger leur maturité potentiellement par rapport à votre entreprise et vos solutions. C'est vrai que c'est une logique très inbound où on donne la possibilité aux gens, donc j'aime assez bien cette idée. On va faire un petit résumé, on va lancer le sondage pour voir quel format vous utilisez. On va avancer rapidement après. Alors, quand je dis message, c'est aussi les conversation ads dedans. J'ai regroupé texte ou spotlight ensemble, les messages ensemble. Je vois, bon, allez, il n'y a pas photo, hein, on est sur du 85% single image pour le moment. Il y a 23, 20%, un peu plus de 20% en vidéo. Ah, on vient de passer en dessous des 20%, c'est en live du coup. On a pas mal de gens qui font du message, de l'email personnalisé. Moi, je suis surpris, j'avoue que moi, ça m'avait refroidi. Je trouvais ça un peu cher à l'époque. Après, je demande qu'à essayer. Il y avait une des questions qui était une des discussions qu'on a eues en préparant ce webinaire. Je partageais les résultats. Hop là, donc voilà, on est sur 86% single image, 9% carousel, 16% vidéo, 4% text to spotlight et 17% message. Donc moi, c'est vraiment le message je me dis waouh, quand même. Ouais, Euh, je suis pas vraiment surpris, Benoît, et je pense que c'est ah ouais? intéressant de rebondir aussi. Moi, je suis très souvent contacté par des annonceurs qui souhaitent se lancer sur LinkedIn avec des messages, parce qu'effectivement, côté annonceur, c'est quand même assez séduisant de se dire qu'on va pouvoir toucher son audience directement dans son inbox sur LinkedIn. Maintenant, euh, mon conseil, si vous vous lancez sur LinkedIn, c'est plutôt de garder cette solution pour une deuxième vague, une troisième vague. Mais si vous lancez de but en blanc avec un message sponsorisé directement dans l'inbox de votre audience cible, ça peut être aussi très mal perçu si vous n'avez, enfin, si finalement la valeur ajoutée de ce que vous proposez est limitée. Ça peut être perçu comme étant un message très intrusif et vous pouvez aussi vous cramer les ailes très vite. Donc, très franchement, si vous êtes amené à commencer sur LinkedIn, je vous conseille de vous focaliser sur du contenu, de pouvoir travailler votre notoriété, visibilité, apporter de la valeur et potentiellement, après quelques campagnes comme ça, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, une fois que vous avez bien travaillé votre audience, de passer sur d'autres formats. Et je complète aussi le petit sur les résultats du sondage. On voit que la vidéo est pas trop mal placée et c'est hyper intéressant. On voit que c'est un format qui gagne, qui prend de plus en plus d'ampleur. D'autant plus qu'on a une petite exclue, c'est que on va lancer, donc vous l'avez vu sur LinkedIn, les stories qui sont accessibles à tous les membres sur la plateforme. Et on va lancer donc ce format publicitaire pour la rentrée, donc pour septembre-octobre. On n'a pas encore de date définie, qui va vous permettre justement de diffuser vos pubs vidéo directement dans les stories des membres LinkedIn. Donc tout simplement, en fait, lorsque vous allez créer une campagne vidéo sur la plateforme, vous aurez une petite cage à cocher, pardon, qui vous permettra de faire apparaître vos vidéos directement dans les stories des membres LinkedIn avec un swipe vers le haut qui fera office de clic vers une page externe. Parfait, on a même droit à une exclusivité pendant ce webinaire, c'est beau. Alors on va enchaîner, parce qu'on a passé pas mal de temps sur les formats, c'est normal. On va passer sur tout ce qui est ciblage et enchères. C'est vraiment le cœur de la machine, c'est quelque chose que, en tout cas, moi j'apprécie énormément. Donc en étant très porté inbound, c'est-à-dire qu'on parle souvent des personas, etc. Quand vous faites de la pub sur un Facebook, sur un Twitter, en B2B, c'est compliqué quand même. Il y a très peu de choses qui vous permettent d'avoir quelque chose de très quali. Et souvent, en LinkedIn, on dit ouais, c'est cher. Moi, c'est le retour que j'ai. Et en fait, on va le voir ensemble. Il y a sans doute quelque chose à faire pour que ce soit pas cher, parce que nous, on était descendu à un moment donné à 10 euros le lead. Donc concrètement, c'est pas cher du tout pour une solution de marketing automation. J'ai regardé là juste avant le webinaire, on est à 26 euros en ce moment. Donc on est un peu remonté quand même, mais franchement, ça reste plus qu'acceptable vu la qualité. Et ça, c'est lié à votre cœur de vraiment, c'est le ciblage où on a beaucoup d'options et c'est très pro en fait. Ouais, Euh, moi je pense que c'est une qualité de la plateforme, ça c'est sûr, c'est ce qui fait le point fort de LinkedIn et c'est un point différenciant. Si vous prenez les autres plateformes sur Facebook, vous n'aurez pas la même capacité de ciblage. Je dis pas que c'est forcément mieux sur LinkedIn, mais c'est différent. Même chose sur Twitter et même chose sur des sites externes que vous pouvez utiliser pour faire vos pubs. Le souci, par contre, c'est que le fait qu'il y ait cet éventail de possibilités au niveau des filtres, c'est aussi désorientant et on ne sait pas forcément lesquels choisir, lesquels sélectionner pour optimiser cette partie-là. Et l'erreur commise par la plupart des marketeurs, des annonceurs lorsqu'ils se lancent, ou même après avoir fait quelques campagnes d'ailleurs, c'est justement d'hyper-cibler. L'hyper-ciblage, en fait, ça fonctionne peu. Coupable. Je me rends compte. Ouais, tu as cette expérience aussi, Benoît? Ouais, non, j'ai dit coupable. On est en plein dedans, donc Ouais, on a très très ciblé là.
En fait, l'hyper-ciblage, le problème, c'est que vous passez potentiellement à côté de votre audience, c'est que vous pensez connaître votre cible, vous pensez connaître les critères de ciblage LinkedIn, mais il y a souvent un décalage entre ce que vous pensez de votre cœur de cible et la façon dont vous allez le retranscrire dans l'outil LinkedIn. Il y a une autre erreur qui est commise généralement, c'est que, admettons que vous soyez donc, une entreprise comme Plaisy, vous allez vous adresser à des directions marketing, potentiellement des DSI, vous allez vous dire, bah, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le CMO, par exemple. Donc on va focaliser nos campagnes sur le CMO et les personnes qui signent ces contrats, alors que potentiellement, ce qui va être encore plus intéressant et ce qui vous permet de gagner ces nouveaux clients, c'est d'aller toucher potentiellement des contributeurs individuels, donc des personnes qui sont par exemple commerciaux, un commercial qui a besoin justement qu'on l'aide dans son business, etc., qui se dit qu'une solution marketing pourrait potentiellement appuyer sa stratégie, et de pouvoir étendre cette audience, finalement, ça vous permet de toucher aussi ces prescripteurs en interne et d'augmenter vos chances de conversion à moyen terme, parce que j'ai rarement un CMO qui va arriver en entreprise et proposer vraiment tout le temps des nouvelles idées. Généralement, on arrive plutôt en réunion avec le CMO en lui proposant des nouveaux dossiers, des trucs à regarder. C'est rarement l'inverse. Donc vraiment, un conseil que vous donnez, c'est de pouvoir potentiellement élargir vos ciblages initiales, ne pas forcément vous focaliser et essayer de mettre trop de critères. Et ensuite, pour moi, le véritable filtre, et on le verra plus tard en détail, c'est le contenu. C'est le contenu qui va faire en sorte que vous toucherez la bonne audience et vous aurez les clics, les bonnes personnes qui vont cliquer sur vos publicités. Alors du coup, moi, je vais faire un retour d'expérience très opérationnel sur comment on a fait. On est dans le cas que décrit William, hein. On a plusieurs personas. Typiquement, nous, c'est souvent le marketeur. Historiquement, en tout cas, chez Pledzi, on adresse le marketeur. Et puis, en fait, dans le cycle de décision, il y a les commerciaux et puis il y a le dirigeant. Et donc, en fait, on s'est mis aujourd'hui, on a plusieurs campagnes. On a les dirigeants, on a les marketeurs, on a les commerciaux. Et donc, en fait, on a une campagne par persona. Sauf que on a démarré large et en fait, petit à petit, on a ciblé de plus en plus. On a rencontré plusieurs problématiques. La première, ça a été qu'on a ciblé par poste. Et en fait, par poste, tu l'as dit tout à l'heure, William, on peut dire CMO, on peut dire responsable marketing, on peut dire inbound marketer, on peut dire growth manager, on peut dire growth hacker, on peut dire tellement de postes qu'en fait, c'est compliqué de faire un ciblage par poste. Donc, en fait, ce qu'on a fait, et ça, c'est un de nos clients qui avait donné la solution dans un club Pledzi, il nous avait conseillé de faire plutôt fonction plus niveau hiérarchique. Donc, en fait, fonction marketing, niveau hiérarchique, on mettait tout sauf étudiants ou débutants, je crois. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et c'est d'ailleurs, c'est ce que tu décrivais, on a peut-être tort là-dessus en ciblant un peu trop, mais nous, on éliminait les gens qui sont vraiment tout récents dans l'entreprise parce que derrière, on se rendait compte que on les traite, mais en fait, on les traite super bien avec notre blog et du coup, ils viennent d'eux-mêmes sur nos ressources et c'est pas des gens qu'on va aller essayer de convaincre via de la pub. Donc c'était un choix, hein, mais on trouvait qu'on avait un bon ROI comme ça. Donc on a arrêté les posts et les posts, vous le voyez sur la copie d'écran. Alors j'ai un écran dessus. On a mis en négatif en fait, et ça c'est super puissant. C'est-à-dire que certes, c'est dur d'identifier, c'est plus facile en fait d'identifier des gens qu'on veut pas que d'identifier tous les gens qui peuvent nous aider. Et donc typiquement, nous, on a enlevé tous les étudiants en médecine, par exemple, étudiants consultants, ce genre de choses. Pourquoi ça a été fait? C'est qu'en fait, donc notre traffic manager a vu en fait qu'on avait ce genre de profil et petit à petit, en fait, au fur et à mesure que la campagne avance, on enlève de plus en plus de postes. Un autre exemple, ça a été sur les compétences. Par exemple, on s'est rendu compte que les gens qui avaient e-commerce B2C ou marketing B2C dans leurs compétences n'étaient pas des gens qui nous intéressaient parce qu'en fait, ils n'achetaient pas un Pledzi, ils allaient acheter plutôt, je sais pas, des Eloquent ou des choses comme ça, des gros mastodontes du marketing automation. Et du coup, pareil pour les secteurs. Et en fait, on va avoir un ciblage un peu large sur ce genre de choses. Et après, en négatif, on va enlever petit à petit ceux où on est sûr qu'on veut pas. Et c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. T'es OK là-dessus, William, sur les... Je dis pas de conneries? Moi, je suis partant et je pense qu'un exemple qui est parlant et qui nous concerne tous les deux, Benoît, c'est le fait, par exemple, qu'on travaille en parallèle donc sur une intégration pour intégrer nos deux solutions ensemble, LinkedIn et Pledzi. Pour vous donner un petit peu la genèse, donc moi, j'occupe un poste sur une team de contributeurs individuels. Je suis pas manager, je suis pas directeur. En revanche, j'ai une certaine ancienneté dans mon équipe sur le marché français et d'un point de vue plus global au sein du département marketing chez LinkedIn, et je suis capable d'amener des projets. Moi, j'avais identifié Plaisy comme un partenaire potentiel intéressant pour LinkedIn sur le marché français, le marché UK aussi. Et donc, j'en ai parlé en interne à notre équipe, justement, qui s'occupe des partenariats. Et maintenant, effectivement, il y a un contact qui est fait. Il y a des conversations qui sont en cours, justement, pour mener à bien cette intégration. Tout ça pour vous dire que, finalement, les personnes que vous pensez qui n'ont pas forcément d'impact sur le processus des décisions, qui peuvent apporter de nouvelles choses
à votre business, vous avez potentiellement tort, il faut voir un petit peu plus large. Donc du coup, l'idée, c'est pas à jouer avec l'âge, l'ancienneté, la localisation aussi. Et en fait, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on fait un ciblage large et puis après, on affine. Donc, typiquement, âge, ancienneté, on va enlever potentiellement les gens qui ont qu'un an d'expérience ou ce genre de choses. Donc, désolé, je vais à l'inverse de ce que tu dis, William, mais c'est justement, chacun est libre de jouer en fonction de ce qu'il veut, s'il veut être plus ou moins précis. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on met au fur et à mesure. Et aussi la taille d'entreprise et secteur. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, faites bien attention à bien mettre le et ou le ou. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, là-dessus, moi, je ne l'avais pas vu au premier regard. Et en fait, c'est vraiment quand vous cliquez dessus sur la plateforme, vous pouvez changer. Et en fait, ça peut permettre de faire des combos assez puissants de ciblage. Ouais. Euh, Juste un point sur l'âge versus ancienneté. On a plutôt tendance à conseiller nos clients de travailler sur l'ancienneté qui est un peu plus précis sur LinkedIn, parce que finalement, l'âge n'est pas une donnée déclarative sur la plateforme. L'âge, en fait, si vous créez un profil demain, si vous le mettez à jour, LinkedIn ne va pas vous demander votre âge. En fait, l'âge sur LinkedIn, il est basé sur l'année d'obtention du dernier diplôme. Donc, vous pouvez potentiellement reprendre vos études à 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge maintenant, et apparaître comme un jeune diplômé. Donc vraiment, je vous conseille de vous focaliser sur la partie ancienneté. J'ai plusieurs personnes qui sont surpris du coût par lead à 10 euros et qui me demandent mais c'est pas cher et qui disent plutôt c'est cher. Alors pour nous non, peut-être, mais c'est parce qu'on vend, c'est lié, relié au prix du logiciel en fait. Les 10 euros pour un très bon contact, non non, il n'y a pas de problème. Et même si ce n'est pas un bon contact, on fait les calculs derrière sur la suite du tunnel d'acquisition. Et quand on regarde les coûts d'acquisition, on est dans les clous et on est rentable avec ça, il n'y a pas de problème. J'ai une autre question de Samuel qui est tous les libellés de poste ne sont pas dispo sur la plateforme. C'est vrai que ça doit être complexe à gérer ça. Chaque personne se déclare comme elle veut en fait au niveau du libellé. Tous les libellés ne sont pas disponibles, ouais. C'est vraiment le cas. J'avais je sais plus l'intitulé, je le retrouverai peut-être plus tard, mais effectivement, en fait, faut garder à l'esprit que LinkedIn, c'est un site qui est américain, c'est une plateforme américaine, et donc le système sur lequel ces critères de ciblage sont créés à la base, c'est des systèmes qui sont anglo-saxons, américains. Donc on n'a pas forcément tous les intitulés qui peuvent être potentiellement francophones ou récents. Et donc pour conclure sur les tailles d'audience, on a une question d'Estelle qui demande, d'après notre expérience, la bonne taille moyenne d'une audience ciblée pour une campagne. Je sais qu'aujourd'hui, nous, notre campagne qui tourne le mieux est à 39 000. Et donc, 39 000 personnes, et ce que tu nous disais, William, c'est que c'est déjà une très ciblée. Moi, je trouve que c'est petit, à 39 000 personnes, surtout quand je vois, par exemple, Plaisir, votre potentiel, au final, si on prend le marché français. Je pense que votre audience adressable est beaucoup plus importante. Je pense qu'il faut toujours comparer par rapport à ça. Si vous ciblez les ophtalmos dans l'Ain, c'est sûr que vous aurez une audience qui sera toute petite et c'est totalement normal. Mais nous, le minimum qu'on donne habituellement à nos clients lorsqu'ils se lancent, c'est 60 000 personnes. Après, moi, les clients qui performent le mieux chez moi, qui ont des coûts par lead similaires à ce que Benoît peut avoir, ils sont plutôt sur 200, 300 000 personnes. Euh, on n'a pas on n'a pas forcément des CPL plus élevés ou plus de déperdition avec des grands ciblages. C'est un peu une idée reçue de se dire qu'en ciblant plus large, la qualité va en pâtir. Alors, on va enchaîner parce qu'on on est un peu short en timing, je vous préviens tout de suite. Sur les enchères, c'est lesquelles on choisit. Alors ça, c'est vraiment le gros débat. Il y a un marketeur avec qui je discutais l'autre jour au téléphone qui me disait qu'il avait des CPC à 10 euros et qu'il avait trouvé ça super cher. C'est vrai que moi, j'ai pris une habitude. Je mets toujours la même chose. Je fais enchère CPC améliorée. Au début, j'active pas l'optimisation de conversion. Là, on voit qu'elle est cochée. Je laisse tourner. Dès que je commence à avoir des conversions, j'active l'optimisation de conversion. Et le montant de l'enchère, c'est systématique. Je mets le plus petit que LinkedIn m'autorise à mettre. Donc là, c'était 3,35 €. Voilà. Alors malgré qu'il me recommande de mettre plus, bonne ou mauvaise pratique du coup? Écoute, moi j'aurais tendance à faire la même chose. En fait, si c'était mon budget marketing, je me dis bah, pourquoi payer plus si finalement je peux obtenir les mêmes résultats avec mon enchère à plus basse. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est que si demain vous lancez, que vous avez une taille d'audience toute petite et que derrière vous mettez une enchère aussi très faible par rapport à ce que le système vous donne, bah, vous avez un risque de tout simplement pas délivrer votre budget, de ne pas apparaître dans le fil d'actualité de votre audience et donc que ce que vous ayez fait ne serve à rien. Après, donc je pense qu'il faut surtout regarder le ratio, donc taille d'audience. Si vous avez une taille d'audience qui fait 100 000, 200 000 personnes, ça peut être carrément faisable d'avoir une enchère
quotidienne qui est très faible. Et après, ça dépend aussi de votre budget quotidien. Plus votre budget quotidien est élevé, plus votre taille d'audience est petite, plus vous allez devoir enchérir sur la fourchette haute pour être sûr justement d'apparaître dans le fil d'actualité de votre audience. Du coup, j'ai Jessica qui nous pose une super question. Combien faut-il prévoir pour une campagne de pub, fourchette de prix? Comment sait-on combien d'argent faut-il lui mettre? Alors là-dessus, attention, je ne sais pas si c'est pareil une connerie, mais en tout cas, moi, je faisais toujours le même calcul. Je prends le montant de l'enchère qui m'est imposé, on va dire le minimum, je multiplie par 10 et ça me fait mon budget quotidien. Et donc en fait, j'estime qu'il faut que j'ai au moins 10 clics par jour pour que l'algo il puisse tourner. Comme je sais que j'ai un taux de conversion d'environ 20% sur du LinkedIn, si, ça me fait au moins 2 leads par jour. Et donc 2 leads par jour, de mon expérience en tout cas, ça tourne et ça permet d'avoir quelque chose en tout cas qui petit à petit le taux de conversion en tout cas est de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu Ouais, en penses? c'est une question compliquée. On pourrait débattre pendant des heures. Moi, je pense qu'il y a, en fait, ce que je demande à mes clients aujourd'hui, c'est quel est votre objectif, quels sont vos KPI, qu'est-ce que vous souhaitez générer de votre campagne. Parce qu'on peut faire des calculs assez simples. Si par exemple vous avez un objectif de conversion ou d'inscription, on peut partir, voilà, je souhaite avoir 50 inscrits sur mon webinar, j'ai un taux de conversion qui est de l'ordre de 10%, et donc vous estimez qu'il vous faut au moins 500 clics. Ces 500 clics, vous pouvez ensuite les diviser par un coût par clic moyen, par exemple de 5 euros, et faire ces calculs pour arriver à un chiffre et un budget potentiel à ce niveau-là. Sinon, l'autre possibilité, c'est de faire des tests quand vous lancez, de se dire, voilà, on va avoir une enveloppe sur LinkedIn qui sera de temps, qui nous permettra de faire des tests dans la durée et d'optimiser. Moi, mon conseil, c'est de ne pas se dire qu'en vous lançant, par exemple, avec 200, 300, 500 euros, vous allez changer la donne, vous allez avoir forcément des bons résultats. Ça reste des budgets tests. Pour moi, c'est un petit peu casse-gueule de se lancer sur des budgets aussi faibles que ça, parce que vous allez délivrer un petit peu, et votre budget va se finir avant même que vous ayez pu optimiser vos campagnes. Donc c'est pas par gourmandise que je vous dis ça, mais simplement, je pense que c'est plutôt un coup d'épée dans l'autre que de se dire on va tester un outil marketing pour 200, 300, 500 euros, au lieu de se dire finalement LinkedIn c'est peut-être un levier un peu plus stratégique pour nous. Notre audience y est présente, on a un intérêt sur le moyen terme, on va se donner les moyens de réussir, pas forcément que au niveau du budget, mais aussi dans le temps, en se disant voilà, on va avoir un budget pour ce mois-ci, et derrière, même si ça n'a pas marché, on va continuer parce qu'on a potentiellement un travail d'apprentissage et d'optimisation à faire. Voilà. Réponse un peu longue pour une question qui paraît simple, mais il n'y a pas de vérité générale. C'est à vous de fixer le curseur à ce niveau-là. Là-dessus, moi j'avais un passif de consultant, je conseillais toujours minimum 3 mois. En fait, c'est même pas forcément 3 mois, mais ça c'est une moyenne B2B. Mais en gros, je disais, il faut que ce soit la même durée que votre cycle d'achat. C'est-à-dire que si vous mettez 1 an à signer des clients et que vous testez un canal sur un mois, juste forcément, vous n'allez pas avoir de résultat. Donc en fait, vaut mieux sécuriser, même si c'est un petit budget, 300, 500 euros par mois sur un an, si votre durée d'activation d'un client est d'1 an, plutôt que de se dire ok, je vais sécuriser 2000 euros d'un coup et puis en fait forcément vous n'aurez pas de résultat, ou en tout cas vous pourrez le prouver que dans un an. Donc voilà, c'est vraiment lié au cycle d'achat de la personne. On a beaucoup de questions sur les enchères automatiques. Elsa, Jeanne-Marie, sur est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça signifie déjà optimisation de conversion? Qu'est-ce que c'est enchère automatique? Comment ça fonctionne? J'avoue que moi j'utilise pas l'enchère automatique, je fais que l'activation d'optimisation de conversion. Ok. L'enchère automatique, en fait, elle va prendre votre budget quotidien, la taille de votre audience, et elle va faire en sorte que vous puissiez dépenser votre budget total dans les délais impartis. Donc, simplement en remplissant votre budget journalier, votre budget total, et en prenant en compte la taille de votre audience, l'algorithme va gérer et enchérir à la bonne hauteur. Ça ne veut pas dire que vous allez payer forcément des CPC ou des CPM très élevés, ça veut dire que l'algorithme va s'adapter en fonction de vos concurrents sur la plateforme. Donc c'est une bonne solution, c'est une bonne alternative. J'en parlais avec mon collègue qui travaille sur le marché du Royaume-Uni. Les campagnes qui marchent le mieux, où il a le meilleur CPL actuellement, s'il prenait son top 4-5, c'était des campagnes qui étaient gérées par enchère automatique. Donc c'est intéressant. Moi, ce n'est pas forcément une technique que je vais recommander à mes clients, mais on n'a pas forcément de delta à ce niveau-là. Le débat qu'on a eu, ouais. Ouais. J'allais juste mentionner qu'il y a une idée reçue aussi sur la période estivale. Est-ce que je dois couper mes campagnes pendant l'été? Est-ce que je dois les laisser tourner? Je pense que la question, c'est plutôt est-ce que vos équipes commerciales vont être là cet été, s'il y a des leads qui arrivent? Parce qu'en fait, côté LinkedIn, on s'aperçoit que les CPC baissent, CPM baissent de façon assez importante, parce que forcément,
il y a beaucoup d'annonceurs qui mettent en pause leur campagne. Et de l'autre côté, on a une audience qui est plus attentive potentiellement qu'en septembre, parce qu'en fait, les personnes qui sont pas encore parties en vacances ou qui en reviennent ont plus de temps aussi pour consommer de l'information que potentiellement en septembre, octobre, où c'est le retour et avec beaucoup de projets, de trucs à gérer. Donc, si vous avez l'opportunité, l'été, c'est une bonne saison pour se lancer d'un point de vue coût. Et vu le nombre d'inscrits qu'on a eu aujourd'hui, c'est que les gens veulent s'y mettre pour l'été. Et franchement, nous, pour le retour d'expérience Pledzi, que ce soit pendant la période de Covid ou pendant les vacances, en fait, c'est là où on génère du lead. De toute façon, derrière, les leads, en fait, ils sont nurturés. Donc, les commerciaux, même si les gens sont pas assez matures, etc., ils sont traités quelques semaines après. Donc, en fait, on prépare la rentrée des commerciaux de cette manière. Et pour conclure sur les enchères, il y a Émilie qui nous demande qu'est-ce qu'on recommande comme enchère. Alors, je pense qu'il y a bien répondu, William. Moi, mon habitude, c'était du coup d'enclencher l'automatique après. Et ce qu'on avait discuté, c'est en fait, au moins, on a un truc de référence. C'est-à-dire que d'abord, je commençais au CPC amélioré, je fixe un CPC, je contrôle. En fait, on a le contrôle. Et après, quand on fait l'automatique, bah, si c'est mieux, tant mieux, il faut le laisser. Si c'est moins bien, bah, on peut toujours revenir au manuel. C'est ça au moins la sécurité. Et du coup, au moins, vous y allez, vous avez quelque chose de référence, on va dire. Donc, il faut tester. On va enchaîner sur. Alors ça va être assez rapide. D'ailleurs, on va vous poser une question. On va voir en fonction de ce que vous répondez. On accélère ou pas. C'est le sondage. Qu'est-ce que vous utilisez? Donc le ciblage classique, c'est ce qu'on a vu au tout début. Le retargeting, c'est-à-dire que vous mettez le fameux pixel de LinkedIn sur votre site et vous allez cibler les gens qui ont déjà visité votre site. Audience importée, c'est par exemple vous faites un export de votre CRM ou de votre logiciel de marketing automation et vous le lancez dedans, ou alors vous faites un truc crade, vous allez choper des emails en ligne et vous les, vous les ciblez après. Ou les audiences similaires, c'est-à-dire que vous avez une audience déjà et en fait vous allez faire utiliser l'algo de LinkedIn pour faire du lookalike, on appelle ça. Alors, j'attends un petit peu, 42%, allez, on va attendre qu'il y ait 50% des gens qui aient voté. Allez, encore quelques-uns. C'est bon. Je ferme, je partage. Nous sommes donc 90% sur le ciblage classique. Et après, c'est assez égal, hein, c'est-à-dire que je pense qu'on a des gens qui font un peu tout. Retargeting, importé, similaire, on est sur du 15% un peu partout. Ok, c'est Euh, intéressant. Ouais, donc on a quand même pas mal de gens, hein, 15% c'est pas mal, qui se sont lancés là-dedans. Alors, du coup, déjà sur l'audience, on a deux choses que l'on peut activer ou non. C'est le LinkedIn Audience Network. Là, ça veut dire qu'on va diffuser sur plein de sites qui sont externes à LinkedIn. Du coup, activer ou pas activer? Moi, je l'active C'est pas. ça. En fait, ça Et du dépend coup, de votre objectif, ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Si vous êtes sur un objectif, par exemple, notoriété, visibilité, que vous avez un budget aussi confortable, c'est intéressant d'activer. Ça va vous permettre d'augmenter votre reach et potentiellement aussi enfin, la fréquence à laquelle seront vues vos publicités par votre audience. Et après, mais ça dépend vraiment de votre objectif. Donc, je pense que si vous êtes sur un objectif de conversion avec un budget faible, ne le cochez pas et restez sur la plateforme. après, ce que tu m'as dit, du coup, moi je me suis dit, je vais peut-être le tester. C'est sur du retargeting ou sur du ciblage. Par exemple, j'ai eu une question tout à l'heure sur de l'ABM. L'ABM, c'est de l'account-based marketing. C'est Grégory qui nous a posé ça sur le fait d'ultra cibler, justement. Donc, on est en plein dedans. Tout à l'heure, tu nous déconseillais l'ultra ciblage sur LinkedIn. Donc, est-ce que l'ABM, du coup, est faisable avec LinkedIn? Tout à fait, ouais, c'est possible, pardon. Tu peux importer ta liste de comptes. Donc, soit tu vas importer une liste de comptes avec un nom, par exemple, un site web euh, que tu as, ou alors tu vas pouvoir directement apporter une base de contacts CSV dans l'outil. J'ai vu ça, moi, c'est assez récent, non, l'import d'entreprises. Je sais que les contacts, ça fait longtemps, mais Ça en fait tout déjà un cas, petit moment, c'était sorti en même temps. ok, bon bah je l'avais pas vu, j'avoue. En tout cas, moi j'ai trouvé ça. C'est vrai que tu m'as convaincu sur du retargeting. Euh, Pourquoi se limiter à LinkedIn? Parce que de toute manière, si les gens sont déjà venus et qu'on peut bien segmenter sa cible, autant augmenter les chances du coup de 22% d'avoir du clic avec LinkedIn. Par contre, en ciblage pur, en général, moi je l'activais pas. Et après, il y a une deuxième chose, c'est activer l'expansion de l'audience. Donc là, comment ça fonctionne concrètement? En fait, ça vous permet d'élargir votre cible en touchant des profils qui ressemblent à votre bassin d'audience initial. Donc là, c'est intéressant lorsque vous êtes vraiment sur des ciblages qui sont très niches.
Vous avez des tailles d'audience similaires à ce que Benoît a annoncé, 30 000 personnes, ça peut être intéressant. Par contre, si votre audience est suffisamment large initialement, il n'y a pas forcément d'intérêt à l'activer, et encore moins lorsque vous êtes sur des objectifs de conversion, puisque ça peut détériorer aussi la qualité des leads que vous allez générer. C'est vrai que moi, j'ai gardé un traumatisme de Google Ads avec son retargeting qui m'envoyait de partout et c'était crade. Et après, je découvrais que j'avais des clics sur des applications un peu bizarres. Donc, j'ai eu tendance à être très prudent sur ce genre de choses, mais en fait, c'est plutôt convaincant, en tout cas dans LinkedIn. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même pool, on va dire, je sais pas comment dire, sur le même panel de sites, en tout cas où on va élargir ça. On va enchaîner sur les audiences et lookalike. Donc là, donc c'est le sondage, on l'a fait un petit peu en avance au final. L'idée des chargés des audiences, nous, ce qu'on trouve assez sympa, c'est de ne pas aller cibler, par exemple, des gens qui ont déjà soumis un formulaire sur notre site, ce genre de choses. Et donc, en fait, on est capable même d'aller faire du vrai de l'inbound, en fait, mais via la pub. C'est-à-dire que les gens qui sont typiquement entre eux, qui n'ont pas encore été appelés par un commercial, ou les gens qui ont déjà été appelés par un commercial, on ne va pas leur envoyer les mêmes pubs. Et donc ça se fait via de l'import de contact. Ouais. Et la petite nouveauté, en fait, ce que vous voyez sur le bandeau à droite, donc reciblage par formulaire lead gen vidéo, c'est une option qui est toute nouvelle, parce qu'en fait, auparavant, vous aviez la possibilité de retargeter basé sur des actions sur votre site internet. Maintenant, LinkedIn vous permet de retargeter en se basant sur des actions qui sont prises ou justement pas prises sur LinkedIn. C'est-à-dire que si demain vous lancez une campagne vidéo et que vous souhaitez, enfin que vous apercevez qu'il y a une bonne partie des membres qui ne sont pas allés jusqu'au bout de cette vidéo, vous avez la possibilité de retargeter cette audience avec d'autres contenus. Si, pareil, vous utilisez une campagne lead gen avec un formulaire intégré LinkedIn et vous remarquez que vous avez beaucoup de personnes qui cliquent, mais peu de personnes qui convertissent, vous avez la possibilité de recibler cette audience avec d'autres types de contenus, avec une campagne de message ads, par exemple, et donc la possibilité de maximiser cette conversion. On a pas mal de questions. On va revenir sur le Audience Network parce qu'en fait, j'aimerais bien la réponse. Tu m'as donné l'eau à la bouche en me disant que vous aviez des très beaux sites dedans. Un exemple de site externe pour l'Audience Network, nous demande Samuel. Tu vas voir Le Monde, par exemple, les sites d'information français sont dedans. Ok, donc là forcément, ça donne envie. Et le LinkedIn Audience Network cible-t-il bien les sites web où apparaîtra notre pub en fonction de notre activité? Donc je pense que Alice a le même traumatisme que moi d'apparaître sur des sites complètement décalés. C'est un peu la crainte du marketeur. En fait, ce site, pour être franc avec vous, enfin les sites qui sont dans cette liste, ils sont vraiment tous en raccord avec le contexte professionnel que LinkedIn va avoir. Ils sont en rapport avec le contenu aussi qu'on souhaite apporter à nos membres. Donc il n'y a pas vraiment de risque à ce niveau-là, c'est hyper contrôlé. Ok. Et donc on va en finir avec une dernière question sur tout ce qui est audience. C'est comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les imports quand on charge des entreprises? Est-ce que les noms d'entreprises doivent être écrits exactement à l'identique? Moi j'ai vu qu'il y avait le site web à charger notamment. Oui, effectivement. Donc vous avez lorsque vous allez sur cette partie-là, vous avez un modèle à télécharger avec vraiment les informations qui sont attendues. Donc lorsque vous avez le modèle, il vous suffit en fait après de resuivre ce modèle pour importer votre liste. Top. Alors là, on va arriver au contenu phare. C'est vrai que vous savez que pour la première trame du webinar, j'avais même pas mis cette partie-là et c'est William qui m'a dit mais tu parles même pas des contenus et là, mea culpa. Euh, en fait, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un bon contenu? On va faire notre analyse critique. Alors pour la petite anecdote, on n'a pas pu faire de pub sur ce webinar sur LinkedIn parce qu'on utilisait le mot LinkedIn. Donc ça, c'est la petite blague. Du coup, on a fait beaucoup d'organique et donc ça, c'est un post organique. Donc déjà, là-dessus, concrètement, le texte n'est pas top. Très sincèrement, c'est bien pour de l'organique, pour de la pub. C'est un peu trop loin, un peu trop, c'est pas assez direct. Par contre, quelque chose qui a très bien marché, c'est ce type de bannière. C'est-à-dire que ça, c'est une habitude qu'on a pris chez Pledzi, c'est qu'on va mettre globalement pas trop de texte, en tout cas, on va pas décrire, mais par contre, on met le titre du webinar, la date, super important, l'heure, pareil, super important. Ce que c'est, donc on remet le webinar, on met les marques qui sont concernées, donc la LinkedIn, forcément, ça en jette. Et on met en fait un petit écran avec une habitude qu'on a, c'est de mettre les petites pastilles des photos.
c'est discret, etc. Mais en fait, vous savez que c'est un webinaire en un coup d'œil et en fait, vous êtes habitué. Vous avez l'impression que le webinaire est en cours presque sur la photo. Il y avait même à une époque, on mettait un petit bouton play en fait sur les écrans et les gens cliquaient dessus. En fait, ça faisait comme s'ils voulaient lire la vidéo. En fait, c'était pas une vidéo, mais ça marchait très très bien en termes de taux de conversion. Donc cette bannière, si on avait publié, ça aurait été la même. Le texte aurait été différent. Mais en tout cas, ça marchait assez bien. Après, analyse critique du texte, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est pas top. On enchaîne. On avait, alors merci Alexandre qui a bien voulu que je prenne son exemple. En fait, il a fait une publicité dernièrement en carrousel pour un événement sur Saloon. Il me disait, Mars, c'est lui qui me disait qu'il avait le CPC à 10 € et que du coup, il avait dépensé de l'argent, il avait l'impression d'avoir eu peu de retours. Donc là-dessus, il a accepté de se prendre au jeu. Il nous a demandé d'être gentil, William. Donc, qu'est-ce que tu aurais à redire sur ce carrousel? Yes. En fait, il y a plein de trucs qui sont positifs sur cette pub, notamment. Donc, vous voyez pas tout, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir les intervenants sur chacune des vignettes du carrousel et donc de donner de la visibilité sur ce que les gens peuvent attendre de cette journée et notamment les différents ateliers. Donc ça, dans l'idée, c'est hyper intéressant. Maintenant, le souci, c'est qu'effectivement, ces vignettes, ben, on voit pas grand-chose dessus. Donc, c'est déjà un peu limité. On sait que c'est un événement, on voit des photos, etc. Mais du coup, on n'a pas forcément une visibilité très claire, d'autant plus que beaucoup de trafic, enfin, la plupart des personnes qui vont être exposées à cette pub, certainement, seront sur mobile. Pardon. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Ensuite, si on prend le texte d'introduction, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement de commencer par une question. Ça vous permet d'interpeller votre audience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Si vous ciblez les marketeurs, vous pouvez aussi les interpeller directement. Vous êtes marketeur, point d'interrogation, venez découvrir ça, ça, ça. Là où je trouve qu'il y aurait des petites pistes, des trucs à tester, c'est sur la partie en fait besoin d'inspiration pour optimiser donc le contenu en lui-même. Je trouve qu'il s'appuie pas suffisamment sur des motivations tangibles pour l'audience. Aujourd'hui, moi, si je dois passer du temps à faire des masterclass, des webinars pendant 4-5 heures de ma journée ou sur 4 ateliers, j'ai besoin de comprendre concrètement ce que ça va m'apporter. Donc, est-ce que vous avez des exemples chiffrés en termes de ROI, en termes d'acquisition? Enfin, vraiment, je vous conseille d'appuyer sur des motivations tangibles, d'être spécifique. Ensuite, rejoignez-nous, le call to action, c'est pas mal, mais il faut être encore plus spécifique, c'est-à-dire que là, il s'agit de s'inscrire. On cherche à ce que les membres s'inscrivent, donc il faut être très explicite aussi sur l'appel à l'action, parce que finalement, rejoignez-nous, c'est pas suffisamment explicite, il faut vraiment l'écrire noir sur blanc. Inscrivez-vous à notre atelier, à notre journée d'événements. Et je pense que sur le contenu, moi, j'aurais sélectionné en fait un ou deux speakers, une ou deux sessions, et voir quelle session, quel speaker marche le mieux. Et pour compléter, du coup, il y a deux choses. J'aimais beaucoup, tout à l'heure, tu nous parlais de plutôt élargir le ciblage et c'est le contenu qui va segmenter. En fait, n'hésitez pas, pour un même ciblage, on peut faire plein de contenus. Donc ça, ce carrousel, on peut le dupliquer et on peut s'amuser à tester les différents textes. Ce que l'on fait chez Pledzi, on a eu tendance à un moment donné à faire trop de bannières différentes et à mettre la proposition de valeur sur la bannière. Et ben ça demande du temps parce qu'une bannière, c'est chronophage à faire, alors que faire un petit texte, c'est super rapide. On fait une bannière un peu générique et on va tester 3 à 5 en général propositions de valeur. Et donc ça va permettre, typiquement, si vous avez plusieurs ciblages, vous n'êtes pas trop sûr, responsable marketing, CMO, etc., vous en faites plusieurs et vous les interpellez. Et ça marche super bien. En fait, plutôt que d'essayer de parler à tout le monde, vaut mieux bien cibler et vraiment que la personne, quand elle dise waouh, lui, il me parle. Typiquement, nous, on a une campagne pour les éditeurs de logiciels. On fait un truc très spécifique qui ne parle qu'aux éditeurs logiciels, mais c'est pas grave. Au moins, le mec, quand il va se connecter, le marketeur éditeur logiciel, il va se sentir concerné par la problématique parce qu'en fait, ça ne parle qu'à lui. Son copain qui est marketeur dans l'agroéconomie, agro-industrie, pardon, ça lui parlera pas. Et C'est ça. l'autre chose, c'est sur le texte. Là, on a tout qui est en fait à suivre. Moi, j'ai tendance à beaucoup jouer avec les retours à la ligne. Ça marche bien. Et même au début, ça c'est une habitude que j'ai gardée. En fonction du contenu, tout à l'heure, vous a demandé, alors je sais plus qui, désolé, il y a beaucoup de questions, donc je vais pas la retrouver, mais on m'a demandé quel type de contenu. Bah, typiquement, nous, on fait du webinar, on fait du livre blanc, on fait du kit, on fait de la démo.
et on fait de la noto un peu, on va dire un peu sur Pledzi produit, on va dire. Et donc en fait, on dit directement ce que c'est. Typiquement, on fait entre brackets, on met hashtag webinar avec un petit écran en émoticône. Ça est un peu comme vous savez la presse. La presse, un journal, quand vous l'écoutez, il va dire économie mondiale, politique, sport. Et en fait, vous savez, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous savez, OK, on va me parler de sport, et en fait, votre cerveau, il est préparé à recevoir l'information. Donc, quand vous voyez webinar avec une émoticône et un hashtag, boum, après, vous savez que tout ce qui va être dit, c'est un webinar. Donc, dans votre tête, vous vous êtes déjà dit, OK, un webinar, en général, c'est 1 heure, etc., etc. On va me demander de m'inscrire, c'est gratuit, etc. C'est formaté. Donc, ça aide vachement à la conversion. C'est ça. Et je vous conseille, enfin, si vous souhaitez en mettre un peu plus aussi sur votre texte d'introduction, vous pouvez très bien sortir de la limite des 150 caractères. En fait, 150 caractères, c'est la limite sur LinkedIn. Après, au-delà de ça, en fait, le membre va devoir cliquer sur voir plus. Mais nous, c'est un conseil qu'on demande. Généralement, si vous organisez un événement, de pouvoir faire comme Benoît vous l'expliquait, d'avoir des retours à la ligne, des bullet points pour expliquer les thématiques qui seront abordées et de faire en sorte que finalement le contenu qui est vraiment le seul point en fait qui est en votre contrôle. Si vous prenez le ciblage, je vous ai dit, vous n'aurez jamais un ciblage parfait à 100%. Par contre, le contenu, c'est vraiment quelque chose que vous maîtrisez du début à la fin. Et donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que vous pouvez être encore plus spécifique et affiner encore plus votre message. On va enchaîner. Tu as quelques exemples avec Gymlib notamment? Yes, donc très simplement, j'ai pris cet exemple parce qu'on parlait tout à l'heure de ciblage et de notamment parler aux prescripteurs et je trouve ça hyper intéressant parce que Gymlib, en fait, c'est une solution qui s'adresse aux DRH. Ils sont vraiment sur le credo de la qualité de vie au travail. Et donc, pour eux, la solution qu'ils vendent, c'est simplement une carte universelle pour accéder à des salles de sport. Et ensuite, ils vont apporter de la partie data, des insights au comité RH pour comprendre un petit peu quelles sont les répercussions de ces abonnements sur le bien-être des employés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, leur approche, c'est de se dire, bah, on ne va pas pouvoir toucher tous les DRH, on ne va pas pouvoir toucher tous les comités d'entreprise, on va passer par les gens en direct, finalement, les employés eux-mêmes, et avec des messages qui sont un peu décalés sur le ton de l'humour. Vous pouvez voir la reprise au niveau du visuel. Pas de bras, pas de tablette de chocolat. Et après, donc j'aime bien le message parce qu'il est très simple. Et on joue un petit peu sur les mots. Donc vous avez la question, retour à la ligne, et après voilà le message qui est très clair. Donc moi je trouve que c'est une bonne pub, c'est efficace et ça a vraiment bien marché pour eux. Il y en avait un autre. Ouais, exactement. Donc là, vous avez la version qui s'adresse plutôt aux dirigeants d'entreprise. Et donc là, je vous parlais de motivation tangible tout à l'heure. Donc là, l'enjeu de recrutement pour les entreprises, c'est vital. C'est un enjeu stratégique. Et donc là, vraiment, ils vont appuyer sur cet aspect-là. Comment vous allez pouvoir améliorer votre marque employeur et potentiellement recruter de meilleurs talents. Faites appel à nos services. C'est ça le message implicite. Faites appel à nos services et vous aurez une carte en plus à mettre sur votre site internet et lorsque vous ferez passer des entretiens d'embauche. Et on a un dernier avec care.fr. Yes, donc là, ce que tu disais, je pense que d'un point de vue visuel, d'un point de vue emoji, donc juste pour que vous ayez ça à l'esprit, LinkedIn limite généralement les publicités à 3 emojis. 3 emojis par publicité. Au-delà de ça, vous vous exposez à ce que votre publicité ne soit pas validée par notre service. Okay, et donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que donc on est sur une audience de médecins qui est assez spécifique, qui n'est pas forcément votre cas. Mais là encore, le message est très spécifique. On est sur des motivations tangibles. Optimiser vos revenus en proposant un service de qualité aux patients. Et ensuite, vous avez les bullet points avec les principaux avantages. Et donc, on a terminé pour les contenus. On va enchaîner parce qu'il nous en reste 3 en 5 minutes. Gros challenge et on a des choses à vous faire gagner. Alors, vous inquiétez pas, les 3 dernières, elles sont très rapides. Tout d'abord, c'est tout ce qui est analytics. Donc déjà, une chose, si vous voulez démarrer en LinkedIn Ads, ou même si vous ne voulez pas, vous avez un truc qui est génial, c'est les données démographiques de votre site. En fait, vous installez l'Insight Tag et vous avez ce genre de tableau de bord et donc vous savez par secteur les gens qui visitent votre site. Vous avez même un autre truc qui est génial, si vous sélectionnez, donc c'est juste en haut à gauche, la All Visitor, vous faites affichage après secteur de l'entreprise, vous avez carrément les noms des entreprises. Donc tout à l'heure, par exemple, on nous parlait en B2B, d'ABM ou même pas en ABM, vous avez carrément des leads. Ici, vous savez que quelqu'un de cette boîte a visité votre site, donc c'est très sympa et vous voyez comment ça évolue. Donc ça, c'est aussi pas mal.
Qu'est-ce qu'on suit comme indicateur? Alors là, on avait ce débat en préparation. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est taux. C'est-à-dire que je prends le principe que typiquement, clic sur nombre d'impressions, bah, ça ne me parle pas beaucoup si j'analyse que les clics, que les impressions, alors que le CTR, typiquement, ça va me parler. Et donc, quand je vois ces campagnes, je me dis, OK, je vais me focaliser notamment sur éditeur de logiciels parce que c'est elle qui a le moins bon CTR. Je pense que nos annonces, potentiellement, il y a un décalage entre le ciblage et l'annonce. Et pareil, si on a un mauvais taux de conversion après sur le site, bah, si je vois que les pages qui ont un moins bon taux, c'est qu'il y a un décalage entre potentiellement la cible, l'annonce et la landing page. C'est-à-dire que le mec qui a cliqué, on lui a promis un truc, il n'a pas été convaincu, ça peut-être qu'il n'y a pas assez de lien entre la landing page et la pub de l'annonce, peut-être que le ciblage n'était pas bon et en fait le gars il se dit mais c'est pas pour moi. Enfin voilà, il y a plein de raisons, mais en tout cas, moi c'est les indicateurs que je regarde en premier pour aiguiller en fait, et après je creuse. Après, toi, quelle est ton expérience avec tes clients, lui là? En fait, tu viens de parler d'un truc qui est souvent l'une des clés de l'inefficacité d'une campagne, c'est le décalage entre le message et la landing page. C'est-à-dire que généralement, on a un message, en savoir plus, et derrière, en fait, on a un formulaire qui arrive de but en blanc. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer derrière ce formulaire, pourquoi on me demande mon email, pourquoi on me demande mon numéro de téléphone. Et ça explique en fait ce drop au niveau des conversions. Mais juste au niveau analytics, du coup, moi, ce que je vais regarder auprès de mes clients, donc si vous êtes sur des formulaires, on va regarder le taux de transformation, c'est-à-dire combien de personnes ont rempli le formulaire versus combien de personnes ont cliqué sur ce formulaire. Ça vous donne une indication effectivement de la pertinence et du lien entre ces deux éléments. Et après, effectivement, au niveau des taux, vous aurez des indications. Donc, si vous allez suivre votre CTR, potentiellement, c'est qu'il y a une fatigue au niveau de votre contenu, ou il y a un décalage entre votre message et votre audience. Votre CPL, c'est un indicateur qui peut être limitant parce que derrière, vous pouvez avoir un CPL qui est très faible. Tu parlais de 10 euros, c'est potentiellement très faible, mais derrière, en fait, il faut voir qu'est-ce que ça génère en termes de pipeline potentiellement. Est-ce que c'est des leads qui sont qualifiés? Est-ce que ça apporte un retour sur investissement? Moi, j'ai des clients, par exemple, qui ont des CPL qui sont au-dessus de 200 euros. Ça leur pose pas de problème parce que derrière, les leads sont bons et derrière, ils peuvent convertir et signer des contrats avec des montants bien plus élevés. Donc, toujours à remettre en perspective avec votre business, ces informations-là. C'est ça. Nous, on voit après, en fait, avec Pledzi, c'est synchronisé avec notre CRM et donc on sait, en fait, qu'est-ce que ça génère concrètement en business. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de problème. Avec 10 euros, on est rentable. Et même aujourd'hui, à 26 euros, on est rentable. J'ai deux petites demandes très bien. Estelle qui demande où est-ce qu'on retrouve ces stats de l'Insight Tag. C'est pas sur la page entreprise, c'est bien dans LinkedIn Ads, la section vraiment pub de LinkedIn, qui n'a pas tout à fait la même interface d'ailleurs. Donc je vous invite à le mettre en favori. Et Julie qui nous demande qu'est-ce qu'un bon CTR. Ça, c'est la question à 15 000 euros. Ça. En fait, pour moi, le CTR, parfois, c'est vraiment quelque chose que je ne regarde pas. Je te l'ai dit, Benoît, avec mes clients. Pour moi, le CTR, c'est potentiellement du flanc, en fait, parce que vous pouvez avoir beaucoup de clics sur vos campagnes et peu de conversions. Donc, nous, un taux de clic moyen est aux alentours de 0,35%. Des bons taux de clic, ça va aller jusqu'à 1. On a des clients qui ont des taux de clic à 3%. Mais encore une fois, un taux de clic à 3%, bah, potentiellement, il y a un problème parce qu'on a des clients qui utilisent aussi des formules avec des mots-clés et des textes assez aguicheurs. Donc, ça génère beaucoup de clics. Mais derrière, en fait, il y a énormément de déception à la fois pour l'audience et pour la personne qui gère les campagnes parce que derrière, ça ne convertit pas. Donc, attention à cet indicateur qui est limitant, qui a de la valeur si vous êtes vraiment sur des campagnes d'engagement, notoriété, mais si vous êtes sur la conversion, c'est pas forcément très important votre CTR. Allez au-delà. En tout cas, c'est un vrai sujet. On est tous biberonnés en tant que marketeur aux études en fait, et on va se comparer en fait. On va dire c'est bon, c'est mauvais en fait. Je pense qu'on a des choses qui restent de l'école, mais c'est important parce qu'on doit justifier d'un budget devant une direction. On doit dire ok, je fais bien ou pas mon travail, et donc forcément on a besoin de se benchmarker par rapport aux autres. Sincèrement, c'est vrai que si vous êtes capable de sortir des études par secteur et tout en B2B, en tout cas nous on est preneurs, on veut bien bosser avec vous là-dessus. Je vois que tout le monde serait très content d'avoir ces stats. Ouais. En fait, pour les marketeurs qui sont à cheval sur les suivis de campagne, qui ne savent pas forcément comment interpréter les données, ce que tu as montré tout à l'heure avec le tag, la visibilité en fait sur le trafic que vous avez sur votre site internet, c'est un bon moyen de montrer aussi en interne que voilà, vous avez fait des campagnes et au-delà des chiffres, des taux, etc., on touche les bonnes personnes parce que vous avez cette granularité de pouvoir montrer, voilà, on a touché tant de personnes sur ces fonctions-là. Donc, on peut voir, par exemple, les fonctions marketing qui nous intéressent le plus, c'est effectivement celles qui ont le plus vu cette publicité, celles qui ont le plus cliqué. Et vous avez cette granularité jusque potentiellement au poste
et jusqu'à l'entreprise. Donc, je pense que c'est un bon moyen aussi pour vous de suivre les campagnes et de voir si vous adressez aux bonnes personnes. Ok, donc là on arrive à la fin des. La dernière chose, c'est le taux de conversion. Là, je vous ai mis une copie d'écran Google Analytics. L'idée de Google Analytics, en fait, c'était pour vous faire ressortir très vite le taux de conversion. En fait, ce que je fais, c'est que je fais un croisement je prends juste les pubs LinkedIn. Donc là, vous avez vraiment nos stats. Je sais plus sur quelle période c'est. Et en fait, vous avez le taux de conversion à 22%. Donc derrière, on va isoler par landing page, on va prendre ces landing pages, c'est les contenus qu'on va tenter d'optimiser sur nos campagnes. Et ça va être du boulot pour cet été, parce que vous voyez qu'on a bien baissé, on était à peu près à 40% en début d'année. Donc ça, c'est typiquement, on parlait d'hyper ciblage, on est peut-être un peu dans ce cas-là. Et on va en parler juste après, hein, c'est sur la structure des campagnes. Je pense que nous, on a un travail à faire. Le webinar. Donc, si vous voulez recevoir la suite des bonnes pratiques, les 2 dernières, n'hésitez pas à m'envoyer un email à benoît.collet@pledzi.co et je vous envoie ça dans la foulée.